Bienvenue dans Causerie du soir sur notre canal Si entre nous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une archive télévisuelle vraiment saisissante. Ah oui, une archive du milieu des années 70, entre 1975 et 1977 pour être précis. Exactement. Et il suffit parfois d'observer une simple vidéo comme ça pour voir toute la mécanique d'un pouvoir se déployer. L'atmosphère est en noir et blanc, le ton est très posé, les costumes sont impeccables. C'est vrai, l'ambiance est très solennelle. Et l'écran présente un face-à-face qui ressemble presque à une partie d'échec verbal. Complètement. D'un côté, on a Jean-Claude Duvalier, celui qu'on surnommait Bébé Doc. Il a quoi, 24 ans à ce moment-là? Oui, c'est ça, à peine 24 ans. Et il porte déjà le titre de président à vie d'Haïti. C'est fou. Et face à lui, l'intervieweur, c'est pas n'importe qui, c'est Pierre Nadeau. Voilà, une figure vraiment légendaire du journalisme à Radio-Canada. Il est super connu pour ses entrevues frontales. Ouais, le genre de journaliste qui se laisse pas intimider, même face à un chef d'État avec un pouvoir absolu. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de décrypter la rhétorique de ce qu'on appelle le jean-claudisme. C'est ça, parce qu'il faut rappeler le contexte. Haïti, à cette époque, c'est un régime autoritaire à parti unique, le parti de l'unité nationale. Oui, le pouvoir contrôle absolument tout. Donc je me pose tout de suite une question. Pourquoi un jeune dirigeant absolu accepte-t-il de s'asseoir face à un journaliste étranger connu pour ses questions incisives? Quel est son intérêt là-dedans? C'est une excellente question, parce que c'est la clé de toute cette archive. En fait, le régime a désespérément besoin de capitaux. Ah, l'argent, toujours. Voilà. Pour attirer les investisseurs étrangers, Duvalier tente de projeter une image de modernisation. Il veut montrer une ouverture pour rassurer l'international. D'accord, donc l'entrevue, c'est carrément une vitrine. C'est exactement ça, une opération de relations publiques. On va donc analyser ce décalage entre le discours officiel et les questions de Nadeau sur les droits humains et l'économie. Mais avant d'aller plus loin, je suis obligée de faire un petit rappel. Il ne s'agit pas pour nous de prendre parti aujourd'hui. Non, bien sûr que non. Notre but, c'est d'examiner avec une stricte neutralité les arguments et les tactiques des deux hommes. Bon, décortiquons un peu tout ça. Je suis prêt. Le dialogue s'ouvre sur un geste spectaculaire. Le gouvernement vient de libérer 104 prisonniers politiques. C'est présenté comme la preuve irréfutable de cette fameuse ouverture. Ouais. Et Nadeau teste tout de suite la solidité de ce geste. Il demande carrément si c'est pas juste le résultat d'une pression américaine. Et la réponse de Duvalier est incroyable de flegme. Il nie toute pression extérieure. Il dit qu'il n'a rien à concéder, mais qu'il a simplement choisi de, je cite, pardonner. Le choix des mots est fascinant. Il dit qu'il pardonne à des gens qui avaient des raisons fantaisistes de vouloir renverser le gouvernement. Fantaisiste, oui. C'est pas anodin comme mot. Non, c'est une technique pour infantiliser l'opposition. On parle plus de dissidents, mais de gens capricieux que le pouvoir veut bien gracier. Mais l'illusion se heurte très vite aux chiffres. Nadeau lui sort une statistique glaçante. 30 000 personnes emprisonnées en 20 ans. Ce qui est fascinant ici, c'est la froideur de la réponse. Face à ce chiffre de 30 000, Duvalier offre une garantie formelle. Il jure qu'il n'y a plus aucun détenu politique en Haïti. Et Nadeau lâche pas le morceau. Il ramène ça sur le terrain humain. Il parle de ces lettres de femmes haïtiennes qui cherchent leur mari disparu. Et là, la réponse de Duvalier est d'une froideur bureaucratique absolue. Ouais, aucune empathie. Il l'esquisse totalement. Il renvoie ça aux déclarations de son ministre de l'Intérieur et il annonce que des certificats de décès seront émis après enquête. Des certificats de décès. Pour moi, c'est comme repeindre la porte d'entrée d'une maison dont les fondations ont été rasées et s'attendre à ce que les voisins vous félicitent pour les travaux. C'est une excellente analogie. C'est exactement le mécanisme. On transforme une tragédie humaine en un simple arriéré administratif. C'est fou. Juste pour fournir un papier officiel à la communauté internationale et classer l'affaire. Absolument. Le but est de fermer le dossier sans jamais rendre de compte. Mais du coup, ça soulève un autre problème. Si les prisons sont vides, qu'en est-il de ceux qui ont fui le pays? La fameuse question des exilés, oui. Voilà. Duvalier rappelle qu'il a lancé une invitation au balcon du Palais national. Il invite les exilés des États-Unis ou de Montréal à rentrer en toute sécurité. Une belle promesse. Mais Nadeau pointe une contradiction énorme. Parmi les 104 prisonniers libérés, 11 ont été immédiatement expulsés du pays. C'est quand même paradoxal. Totalement. Comment inviter des opposants à revenir tout en expulsant ceux qu'on vient juste de gracier? Et la justification de Duvalier est tellement arbitraire. Il dit que ces 11 personnes sont des irréductibles, qu'il cherche à semer la panique avec des bombes et des assassinats. Oui, une catégorisation très floue. Mais quelle confiance un exilé peut-il avoir face à ça?
Si le pouvoir décide seul qui est pardonné et qui est en dangereux et irréductible, c'est un pari super risqué de rentrer. C'est pour ça que Nadeau propose une solution. Il demande si une commission internationale, genre Amnesty International, pourrait garantir la sécurité des rapatriés. Et là, Duvalier fait du pur langage diplomatique. Il dit pas non, mais il propose que ces organismes s'adressent au gouvernement pour étudier la question. C'est la technique classique pour enterrer une idée gênante avec de la politesse. Grave. Et cette gestion hyper contrôlée mène Nadeau à poser une question existentielle. Comment concilier le mot démocratie avec le statut de président à vie? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Duvalier banalise complètement la chose. Oui, il dit qu'il est le 8e président à vie de l'histoire d'Haïti, qu'il n'y a rien de nouveau sur la planète. Et il justifie ça par la peur du chaos. Il rappelle qu'en 1957, le pays a eu 4 à 6 chefs d'État en moins d'un an. Donc en gros, la dictature, c'est juste un outil de stabilité pour régler les problèmes économiques. C'est l'argumentaire classique. Brandir le spectre de l'instabilité passée pour justifier le pouvoir absolu présent. Et quand Nadeau parle d'élection ou de multipartisme, Duvalier balaye ça d'un revers de main. Il dit qu'il est trop tôt. Il prend même l'exemple de l'Italie pour dire que les multiples partis ne créent que des problèmes. Habile. Mais pour maintenir cette stabilité absolue, le régime a besoin d'une force de protection, n'est-ce pas? Oui, et son visage a changé. Les fameux tontons macoutes semblent avoir disparu de la communication officielle. Nadeau demande s'ils ont été remplacés par les léopards. Il demande même s'ils sont là pour bloquer un soulèvement de l'armée. Duvalier dit que Nadeau est mal renseigné. Il décrit les léopards comme une force anti-guérilla. Il parle d'une politique préventive suite aux 11 invasions que son père a subies. Cela soulève une question importante. Comment changer le nom et l'uniforme participent aux relations publiques tout en gardant le contrôle absolu? Surtout que l'argument devient presque absurde ensuite. Duvalier affirme que ces léopards participent à des campagnes de reboisement avec les paysans. Oui, transformer une unité d'élite militaire en agence environnementale. C'est de la pure dissonance cognitive pour adoucir l'image. Et en parlant de paysans, ça nous amène au grand projet de Bébé Doc, sa fameuse révolution économique. Un bilan que Nadeau n'hésite pas à attaquer. Duvalier admet que c'est pas fait à 100%. Il blâme le manque d'infrastructures. Et Nadeau frappe fort. Il rappelle qu'Haïti, ancien grand exportateur de sucre, doit maintenant importer son sucre et son riz. C'est ça le dynamisme? Duvalier tente de dire que c'est dû à une hausse du pouvoir d'achat, que les gens consomment plus. Mais en même temps, il blâme la météo, les terribles sécheresses dans le nord-ouest. Et il blâme aussi les méthodes agricoles traditionnelles des paysans. C'est très pratique. L'État s'attribue les réussites, mais rejette la faute des échecs sur la météo et sur les plus pauvres. Moi, je trouve ça fou de blâmer les méthodes des paysans pauvres, alors que l'État est censé guider le développement agricole. Et la crise écologique est bien là. Nadeau parle d'érosion, de désertification. Il dit qu'Haïti devient le Sahel des Caraïbes. Et la réalité tragique, c'est que les paysans font du charbon de bois avec les arbres juste pour survivre. Duvalier mentionne l'aide du Canada et des États-Unis pour trouver de nouveaux combustibles. Ce contraste entre la misère paysanne et la richesse d'une élite mène Nadeau à sa question la plus audacieuse. Oui, la confrontation finale. Nadeau décrit des gens survivants avec $1 par jour. Duvalier se vante fièrement que le salaire minimum est passé de 1 à 1,60 $. Un ajustement minime vu l'inflation. Mais Nadeau lâche rien. Il évoque la frugalité souhaitable de la présidence. Ah oui, le moment de tension. Il parle des bateaux de Duvalier, de ses voitures de luxe face à la pauvreté. Il parle même des rumeurs de comptes bancaires fabuleux en Suisse. Et là, la façade se fissure. L'incapacité d'un chef d'État autocratique à accepter une critique sur son train de vie montre la limite de son discours d'ouverture. Complètement. Duvalier s'offusque. Il parle de ses éternels détracteurs. Il affirme avoir fait de lourds sacrifices. Il accuse même ses prédécesseurs d'avoir laissé des caisses vides. Il dit que son père devait emprunter juste pour payer les fonctionnaires. Et sa conclusion est juste ahurissante. Il dit que sa famille n'est pas riche, qu'ils vivent décemment, mais beaucoup moins bien que certains Haïtiens non impliqués en politique. La rhétorique se brise complètement face à l'évidence visuelle de l'inégalité. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Au final, cette archive capture vraiment l'essence du jean-claudisme. Oui, c'est un habillage de modernisation verbale, un vocabulaire diplomatique apaisant, conçu pour l'exportation. Mais qui s'effondre systématiquement face aux faits têtus présentés par un journaliste tenace. L'illusion ne tient pas quand on creuse un peu. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion plus large pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Une dynamique qui est toujours d'actualité, malheureusement. Oui, on peut se demander comment les régimes autoritaires modernes utilisent exactement cette même stratégie aujourd'hui. Accorder des accès médiatiques très contrôlés.
Utiliser le vocabulaire de la stabilité économique ou de la sécurité pour charmer les investisseurs étrangers, tout en maintenant d'une main de fer leur propre population. C'est une puissante réflexion sur le pouvoir de l'image face à la réalité du terrain. Une mécanique de l'illusion qui, visiblement, traverse les époques. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration. À la prochaine!